Donc c'est vraiment quelque chose qui s'est fait un peu par hasard en suivant des envies, des instincts et qui s'est construit et qui fait que aujourd'hui finalement je me suis frayé mon chemin dans ce domaine-là et je deviens quelqu'un qui s'éclate quoi. Vous écoutez Drop the Cutch. Bien, bonjour et bienvenue dans Drop the Cutch, le podcast qui part à la rencontre des diplômés en architecture qui exercent désormais dans un autre domaine. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Thomas, qui conçoit des aires de jeu pour enfants. Salut Thomas. Salut. Alors, pour résumer un petit peu, tu as été diplômé en 2018 de l'INSA Strasbourg, et aujourd'hui, tu conçois donc des aires de jeu pour enfants, dans une entreprise qui s'appelle Richter Spielgerät, pour ceux qui voudraient chercher. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ce travail ? Oui, pas de souci. En fait, c'est un projet qui a commencé un peu en parallèle de mes études, qui au fil d'un stage, je suis allé travailler chez Richter Spielgerät en Allemagne. Donc, c'est une entreprise qui est basée en Bavière. Et en me retrouvant là-bas à planifier des aires de jeu, je me suis dit que j'avais peut-être envie d'inventer à mon tour des jeux, et notamment j'ai commencé en inventant une balançoire le soir dans ma chambre de stagiaire, et petit à petit comme ça je me suis intéressé à ce domaine-là, et de fil en aiguille je suis resté en contact avec cette entreprise, et je me suis rapproché aussi de l'entreprise française, de l'antenne française de cette entreprise en France. Et maintenant, depuis que je suis diplômé, et même un peu avant, je travaille en tant que salarié à mi-temps dans le bureau français donc qui s'appelle Caracol, qui est basé à Paris. Là, je planifie des aires de jeu pour des parcs et des collectivités, pour des écoles en France. Et puis l'autre partie de mon mi-temps, je travaille donc pour l'entreprise allemande Richter Spielgerät pour là inventer et concevoir des nouveaux jeux qui iront un jour dans un catalogue. Voilà. Donc du coup, en France, ce que tu fais, ça se rapproche plus de l'architecture, du moins de l'aménagement d'aires de jeu. Et du coup, est-ce que ton travail en Allemagne de concepteur de jeux, il est relativement proche de l'architecture ? En quoi ça consiste ? Alors je dirais que peut-être je suis même plus architecte en Allemagne qu'en France, mais en fait il se trouve que dans le métier que je fais là, autour de moi j'ai très peu d'architectes, je suis un des seuls à être architecte. Mais je travaille avec des paysagistes, je travaille avec des ingénieurs, je travaille avec nos clients, c'est souvent des architectes. C'est-à-dire que si je fais une aire de jeu pour une école, par exemple, des architectes qui font l'école vont nous demander... donc en fait, les clients sont des archis ou des paysagistes. Donc en fait, avoir un bagage d'archi, ça a carrément du sens. Et en Allemagne, pour le coup, dans l'entreprise, eux, ils appellent ça plutôt designer, le métier que je fais. Et moi, je me revendique en tant qu'architecte parce qu'en fait, je fais le lien entre justement des designers, des ingénieurs, des paysagistes, des artisans qui construisent le jeu. Et qu'en fait, à la confluence entre tous ces métiers, et un peu comme la confluence de tous les métiers dans le bâtiment, en fait, je trouve que ça a du sens de dire que je suis architecte de jeu. Et donc voilà, en Allemagne je suis plutôt designer, en France je suis plutôt paysagiste, mais dans les deux cas j'aime bien dire que quand même j'exerce en tant qu'architecte, voilà, mais je suis pas à l'ordre ni à rien, bien sûr. Par curiosité, le métier de designer, c'est quoi le processus pour concevoir et designer un jeu justement ? Alors je pense que ça dépend complètement des designers avec laquelle l'entreprise travaille en Allemagne. Moi, dans mon cas, généralement j'ai une idée qui vient souvent dans des moments un peu improbables. Je regarde un film où j'arrive pas à dormir la nuit et je sais pas, je pense à un truc.
et je me mets à faire une maquette, à faire des dessins et à conceptualiser l'idée et à voir ce que ça peut en faire comme jeu. Et puis, quand je pense que mon idée est suffisamment aboutie, je contacte l'entreprise et je leur soumets l'idée. Généralement, quand je soumets des idées, j'en profite pour en soumettre plusieurs à la fois parce que voilà. Et quand j'arrive avec mon classeur avec des idées, l'entreprise dit ça, on a déjà fait, ou ça nous intéresse pas, ça, ou là ça va être trop cher, ah ça c'est une bonne idée, enfin voilà. Et donc en fait si je viens avec 5 idées, généralement il y en a une ou deux qui sont retenues et où ils me disent ça mérite que tu l'explores plus, et puis voilà. Et à ce moment-là, je travaille à développer cette idée, je vois s'il y a besoin de faire un prototype, ou si c'est un jeu qui peut être directement, qui finalement n'est pas très compliqué et qui peut directement être commercialisé sans qu'on ait besoin de faire 10 000 essais, de voir si ça fonctionne ou pas. Et après, normalement, dans la boucle, petit à petit, le jeu est donc validé, certifié aux normes et tout ça par l'entreprise, et mis au catalogue et puis est disponible à être vendu. Moi, j'y suis pas encore arrivé à cette étape-là, c'est-à-dire que pour l'instant, je suis encore au stade de prototypage. Donc j'ai pas encore la chance d'avoir certains de mes jeux que j'ai inventés qui sont commercialisés, mais j'espère que ça saurait tarder, et j'attends, en fait, j'espère aussi, là le problème du confinement c'est que ça a tout mis en pause, parce que je peux pas me déplacer et donc aller faire du prototypage en Bavière. Donc j'attends que je sois à nouveau disponible pour retourner dans l'entreprise là-bas et pour continuer à construire des prototypes et peut-être un jour avoir un jeu. Mais donc, peut-être que c'était ça ta question aussi, comment je gagne des sous après, et comment le lien qui nous unit, c'est plutôt qu'à terme, chaque fois que le jeu sera vendu, j'aurai des royalties, un droit d'auteur sur la construction du jeu, et c'est là que j'aurai un pourcentage du prix du jeu qui me reviendra. Ah c'était pas dans ma question, mais c'est super intéressant de savoir ça. Voilà. Ça veut dire que en faisant comme ça du design, toute la création, pour l'instant c'est comme ça que moi ça fonctionne, il y a d'autres moyens, il y a d'autres modèles, mais pour moi toute la création que je fais, elle est finalement simplement, elle est gratuite, tout le temps que j'ai de réflexion, de maquette, de dessin, c'est gratuit. Par contre, je serai payé après, une fois que le jeu sera vendu, à chaque fois que le jeu sera vendu. Il y a un deuxième moyen d'être payé, c'est plutôt d'arriver avec un projet et du coup de vendre l'idée, de vendre le concept à l'entreprise, et à ce moment-là, ils rachètent tout, donc ils rachètent ça à un certain volume horaire, par exemple le volume d'heures que j'ai passé à faire des maquettes et à tout ça. Par contre, après, comme ils ont acheté l'idée et qu'ils m'ont payé pour avoir inventé ce jeu, et le jeu leur appartient, et donc les royalties, le pourcentage qui tombe à chaque fois qu'ils vendent le jeu, leur revient à eux, et moi, j'ai plus rien à voir avec ça. Mais tu cèdes les droits. Je cède mes droits. Voilà. C'est un truc un peu, mais qui du coup est très complémentaire avec mon boulot français. Là, pour le coup, quand je planifie des aires de jeu avec mon bureau à Paris, là, je suis donc plus comme un paysagiste. Ça veut dire que j'aménage dans des parcs ou des cours d'école ou des trucs, une aire de jeu à partir des jeux qui existent déjà d'un catalogue, que j'agence ensemble en décidant par où on rentre, comment on monte sur le jeu, comment on redescend, voilà. Là, j'agence ça, et ça, dans cette entreprise-là, dans cette antenne-là, je suis salarié. Et là, je suis salarié à mi-temps, et donc ça me permet de quand même avoir des sous en attendant que mes autres jeux en Allemagne soient vendus. Et t'as parlé de prototypage, c'est des prototypes à l'échelle 1 que tu fais ? Ouais, c'est des prototypes à l'échelle 1, ouais. Généralement, je fais d'abord des maquettes dans ma chambre, à plusieurs échelles. Je commence... en fait, ça dépend de l'échelle du jeu, mais voilà, du 25e, du 5e, du 10e, voilà. Et puis après, du prototypage à l'échelle 1. Et question un peu bête, mais comment on fait un bon jeu ? Est-ce qu'il y a des testeurs de tes prototypes ? Est-ce qu'il y a des enfants qui viennent tester tes prototypes ? Ou alors est-ce qu'il y a des adultes qui ont le meilleur job du monde et qui s'amusent à voir si c'est drôle tes jeux ? Moi, je m'éclate à faire des jeux. C'est le but premier, en fait, je pense, pour moi, de faire ça, c'est de m'amuser.
C'est-à-dire que j'adore inventer des choses, j'adore me prendre la tête à essayer de comprendre comment on peut faire une balançoire super complexe, comment on peut jouer à plusieurs sur une tyrolienne, comment on peut, enfin voilà. Et donc le but c'est que je m'amuse. Donc et généralement pour l'instant c'est moi qui teste mes jeux. Mais après dans l'entreprise là-bas ils ont aussi une aire de jeu de test sur lesquels ils font venir des enfants. C'est-à-dire qu'une fois que le jeu il est quand même été vérifié qu'il était aux normes et qui voilà, les enfants en Allemagne peuvent aller sur cette aire de jeu et eux ils testent, ils voient si ça a du succès. Et puis si ça a du succès, ben ils le commercialisent. Si ça en a pas, ou même si après plusieurs années ils se rendent compte que ça n'a pas de succès, ils le retirent du catalogue et voilà. Et par contre sur ta question de comment on fait un bon jeu, je dirais qu'un bon jeu c'est absolument pas un jeu infantilisant, un jeu multicolore en plastique comme on en voit de partout en France. C'est un bon jeu, c'est plutôt un jeu qui va occuper un enfant pendant longtemps. C'est-à-dire un jeu sur lequel on peut faire plusieurs choses, où il n'y a pas que une façon de monter une échelle et de redescendre un toboggan, et voilà, même si l'enfant aime la répétition, au bout d'un moment il se lasse. Un bon jeu, c'est un jeu où il va y avoir de la collaboration entre les enfants, où il va falloir... où il va y avoir, ça va susciter du jeu de rôle, tu peux l'utiliser en escaladant, en glissant, en sautant, enfin voilà, où tu peux faire plein de choses différentes, et où du coup c'est plutôt comme ça que ça se mesure, c'est sur le temps que tu peux passer dessus que par rapport à l'esthétique. Souvent, enfin ouais, on visualise mal le truc, sinon je trouve globalement en France. Et donc ils reviennent, par exemple dans ton entreprise en France, est-ce qu'ils vont régulièrement sur les aires de jeu faire des stats de qu'est-ce qui est le plus utilisé ou pas, ou alors, enfin comment ils savent quel jeu marche? Il faudrait qu'on ait plus de temps, ouais. Il faudrait qu'on prenne plus de temps de le faire. Moi je l'ai fait pendant 3 mois, j'ai fait mon mémoire de master en archi, c'était justement sur les aires de jeu en France que je l'ai écrit. Et donc j'ai pris le temps pendant 3 mois d'étudier les aires de jeu et de voir ce qui s'y passait. Après c'est délicat de faire cette étude, c'est là que ben voilà, finalement ça montre que même en faisant des aires de jeu on touche aussi à de la sociologie, à de l'étude comportementale et les usagers, et donc finalement la réflexion qu'on a entre l'usager dans un bâtiment et l'usager sur une aire de jeu, ben ce qu'on a appris en architecture ça nous sert aussi. Et voilà, après on se rend compte, on a quand même le retour des élus ou des gens qui ont acheté les aires de jeu qui nous disent ce jeu-là, on en veut un autre parce qu'il marche trop bien, celui-là il est nul, on n'en veut plus, enfin voilà, on a quand même du retour, on le voit quand on va sur les aires de jeu. Et moi depuis très longtemps, à chaque fois que je vois une aire de jeu, je suis attentif, j'ai mes antennes qui sont déployées à chaque fois que je croise une aire de jeu pour essayer de voir ce qui marche et ce qui marche pas. Et comme tu l'as dit, en fait, c'est pas un hasard si tu as fini par travailler dans cette entreprise. T'as fait ton mémoire sur... j'ai noté le titre quelque part. Alors, enjeu d'une architecture de l'ère de jeu à l'ère postmoderne. Déjà en 3e, t'avais travaillé dans cette entreprise, donc finalement, c'est un travail de longue haleine d'arriver à créer ton propre poste, comme tu m'avais dit, dans cette entreprise. Ouais, effectivement. Et c'est marrant parce que j'ai pas commencé mes études d'archi en me disant je deviendrai architecte d'aire de jeu. C'était pas du tout prémédité. C'est plutôt venu un peu par hasard. Quand j'étais en 4e année, j'étais en galère de stage d'archi qu'il fallait faire pendant l'été et j'ai finalement en dernier recours rappelé l'entreprise dans laquelle j'avais fait mon stage de 3e, voilà, donc en Allemagne chez Richter, et c'est à ce moment-là que du coup je suis retourné chez eux et que j'ai redécouvert ce monde qui m'a fasciné, et donc j'ai écrit mon mémoire sur les aires de jeu l'année qui a suivi mon expérience en Allemagne pour justement me dire j'ai envie d'approfondir ce sujet. Le stage il m'a ouvert les yeux, mais du coup j'ai eu besoin après d'1 an pour vraiment approfondir le sujet, écrire un mémoire d'un côté, puis développer mon premier prototype de l'autre. Et ça je l'ai fait du coup en ayant une année de césure
entre ma 4e et ma 5e année, j'ai pris une année de césure et je me suis complètement plongé là-dedans. Et puis, donc ça s'est construit comme ça, et c'est après ça que petit à petit, l'entreprise française dans laquelle je suis salarié aujourd'hui m'a repéré et m'a proposé après de venir travailler avec eux, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'est fait un peu par hasard, en suivant des envies, des instincts, et qui s'est construit et qui fait que aujourd'hui, finalement, je me suis frayé mon chemin dans ce domaine-là, et je deviens quelqu'un qui s'éclate, quoi. Mais le fait de travailler dans cette entreprise, c'est aussi parce que elle a certaines valeurs. C'est des jeux qui sont en bois. Si j'ai donné le nom de l'entreprise au début de podcast, c'est pour vous inciter à aller voir le site internet et voir que c'est justement, comme tu le disais, c'est pas du tout des aires de jeu multicolores en plastique, c'est vraiment des belles aires de jeu en bois. J'ai réussi à lire quelque part que c'était un bois en provenance des Alpes autrichiennes, donc quelque chose de plutôt local par rapport à l'Allemagne. Et donc finalement, c'était... Est-ce que tu aurais accepté de travailler dans une entreprise qui n'avait pas ce genre de valeur après ton diplôme ? Non, je pense pas. Je pense que effectivement c'était essentiel pour moi, l'aspect humain et l'aspect écologique de cette entreprise. Pour moi, fait que c'est vraiment une des entreprises les mieux sur le marché d'un point de vue humain et écologique. Il y en a d'autres, il y a d'autres concurrents, notamment en Allemagne, qui font des jeux en bois, mais vraiment chez Richter Spielgerät, c'est des jeux en mélèze non traités, vraiment, au minimum de traitement, au minimum de couleurs, et vraiment avec l'enfant au centre de l'attention, avec la sensibilisation aux matériaux bois, au fait que le bois, ça peut avoir des fentes, ça peut avoir des échardes, peut-être. Le but, c'est qu'il n'y en ait pas dans le jeu, mais voilà, que les enfants apprennent à toucher le bois, qu'ils apprennent à toucher même le sable, l'eau, le gravier. C'est-à-dire qu'on fait aussi beaucoup de jeux où on va manipuler des moulins, des pompes, des trucs. Si on peut faire de la gadoue, c'est génial. Enfin, vraiment une philosophie très germanique du jeu, où l'enfant, le but c'est finalement là où on s'amuse le plus. Et même nous, moi j'ai grandi dans la montagne et dans la forêt, et là où je m'amuse le plus, c'est en montant sur des troncs d'arbres, dans la mousse, en me roulant dans les feuilles mortes. C'est pas en allant sur un truc complètement artificiel qu'on appelle aire de jeu, aire étant le secteur, quoi, la zone où on a le droit de s'amuser. Comme il y a le centre commercial ou la cité administrative, quoi. Tout est méga sectorisé dans notre vision de la ville moderne, et l'idée, c'est vraiment d'essayer de sortir de ce schéma-là et de recréer le côté aventure, le côté décloisonner, dire que en fait dans le monde idéal, il faudrait pas qu'on ait des aires de jeu, il faudrait que l'enfant il puisse s'amuser de partout, que l'enfant il ait le droit de courir sur le trottoir, et il faudrait pas qu'il y ait de voitures qui puissent l'écraser. C'est pas en fait on fait fausse route, quoi. Donc l'idée, c'est que se dire ok, on fait fausse route aujourd'hui, donc faut faire des aires de jeu parce que il manque des espaces pour les enfants en ville. Par contre, il faut les faire pour ouvrir tous les sens des enfants, et pour rendre nos villes et nos espaces bien plus agréables. Et du coup, aussi pas que pour les enfants. C'est-à-dire que l'aire de jeu, je pense que c'est une pièce urbaine à part entière, et que en fait, ça doit être aussi un élément qui plaît aux gens qui passent, qui déambulent dans la rue, aux passants. Et donc en fait, l'aire de jeu doit aussi être belle. Il n'y a pas de permis de construire comme quand on fait un bâtiment pour voir si c'est beau ou pas, et si ça s'intègre au tissu urbain, mais presque il faudrait le faire, quoi. C'est-à-dire qu'une aire de jeu, à mon sens, ça doit pas être une verrue colorée devant laquelle on passe tous les jours sans y faire attention. Voilà. Comme tu peux le voir, je suis un peu convaincu par mon truc. Ouais, dans un monde idéal, faudrait qu'on puisse grimper sur les façades des bâtiments, etc. Ça serait génial. Ouais, complètement. Mais je sais qu'il y a j'ai vu un reportage sur MVRDV justement qui parlait de cette notion
de jeu justement, mais même au niveau adulte, de faire des escaliers pour monter sur la toiture d'un bâtiment, même si c'est un bâtiment en R+7, il faisait un grand escalier qui partait de la place, un truc sur des échafaudages complètement artificiels, et tout le monde a adoré. Il y avait des photos d'enfants qui montaient, qui couraient dans les escaliers jusqu'en haut, enfin... Ouais. Ça serait une moi, belle ville. il y a plein d'aires de jeu que j'adore, hein, et moi, quand je vais sur des aires de jeu, je joue. Je vais pas sur les aires de jeu toutes pourries ou qui sont pas adaptées à mon âge, mais je veux dire, moi, les jeux que je développe aujourd'hui, j'ai qu'une envie, c'est de jouer avec. Donc je conçois pour les enfants, mais je conçois pour tout le monde, quoi, aussi. Donc t'attends que la nuit tombe, qu'il y ait personne qui regarde, et ouf, tu cours. Non, j'y vais avec les enfants et je m'amuse à jouer avec eux. C'est aussi ça, un bon jeu, c'est un jeu qui peut être intergénérationnel, où les grands et les petits enfants peuvent jouer ensemble. Et vraiment ce truc cloisonné de notre vision, de notre société, où il y a un jeu pour une tranche d'âge de 3 ans à 6 ans, et puis à partir de 6 ans, t'as plus le droit d'aller sur un jeu, ou à partir de 12 ans, t'as plus le droit d'aller sur la balançoire. C'est aberrant. Du coup, voilà. Mais bon. Il faut pas voir l'aire de jeu comme un canicite dans lequel tu sors ton enfant pour qu'il aille s'amuser 20 minutes, comme tu sors ton chien pour qu'il aille faire ses besoins, quoi. Enfin, c'est vraiment... je pense que c'est une pièce bien plus importante dans nos villes. Et justement, ces convictions, c'est comme on a pu le voir, c'est une partie assez forte de ta personnalité. Enfin, c'est une autre facette de toi. Et il se trouve que, comme tu l'as mentionné, tu as la chance de travailler à mi-temps. Et donc, comme tu as pu me le dire quand on a discuté ensemble un petit peu la semaine dernière, tu profites de ce mi-temps pour faire le tour des chantiers participatifs, pas seulement de ta région, mais de France. Ouais, bah alors pour moi, c'était assez essentiel dans mon mode de vie, dans mon choix de vie, de laisser aussi du temps pour mes envies, pour mes convictions, etc. Donc j'ai la chance qu'autant les aires de jeu, ça soit un boulot qui m'amuse, et notamment inventer des jeux, ça m'occupe pas mal de temps et ça m'amuse vraiment beaucoup. Mais le mi-temps me permet en même temps de garder du temps pour moi, pour mener des projets privés en parallèle. Et notamment, effectivement, l'année dernière, j'ai profité de l'été pour partir à vélo. Avec ma copine, on est parti pendant plusieurs mois faire le tour de chantiers participatifs en France pour apprendre à construire en éco-construction. Donc là, ça n'a rien à voir avec mon boulot, c'est plus une conviction personnelle que un jour probablement j'aurai à construire, j'aiderai à construire la maison de copains, ou je construirai ma propre maison. Voilà, avec les études d'archi, je suis quand même je reste super intéressé à la construction et à l'architecture. Mais aussi, je suis profondément convaincu qu'il faut se tourner vers une nouvelle architecture. Et donc, c'est comme ça qu'on est parti à la découverte de nouvelles, enfin de l'éco-construction et des chantiers participatifs, en faisant un grand tour nomade, quoi, d'un chantier à un autre pour apprendre les techniques constructives. Et ça, on l'a fait grâce à une plateforme qui s'appelle Twiza. Je sais pas si vous connaissez, si tu connais, c'est TWIZA. Et c'est une plateforme qui recense en France tous les chantiers participatifs en éco-construction, et qui permet de s'inscrire et d'aller aider une semaine ou un week-end ou plusieurs semaines sur des chantiers en allant construire en paille, en terre, faire des fondations en pierre sèche, enfin tout plein de modes constructifs que finalement moi personnellement j'avais jamais appris, qu'on m'avait pas enseigné pendant mes études d'archi, et qui aujourd'hui sont pour moi des techniques absolument folles et d'actualité. Et donc ce voyage, je l'ai fait un peu en parallèle, c'est-à-dire que j'ai continué à travailler dans mes aires de jeu, pour mes aires de jeu à mi-temps,
Et un jour sur deux, j'avançais en vélo. Ou alors un jour sur deux je travaillais sur le chantier, et puis le reste du temps depuis ma tente, depuis ma remorque à vélo, je travaillais toujours pour mon bureau qui est lui basé à Paris, mais comme je travaille en télétravail, ça m'a permis de continuer à faire mes projets perso et en même temps très investi en parallèle. Donc en fait, tu restes quand même très attaché à l'architecture. Enfin, même dans ton métier, tu te définis comme un architecte. Donc c'est quelque chose qui te plaît et que tu regrettes pas du tout d'avoir fait, j'imagine. Et justement, j'ai cette question que je pose à tout le monde parce que je trouve qu'elle est intéressante pour nous, les étudiants. C'est si tu avais devant toi le Thomas qui a 18 ans ou 20 ans, qui est en plein dans ses études d'architecture, qui est peut-être dans une période de doute, je ne sais pas. Et si tu avais l'occasion d'être devant lui, quels conseils tu lui donnerais pour surmonter ces périodes de doute, et aussi, pour l'aider à les surmonter, quelles sont les choses qu'il y a dans les études d'architecture qu'il ne voit pas, forcément, parce qu'il a le nez dans le guidon. Donc, qu'est-ce que tu lui dirais un petit peu pour mieux mener ses études d'architecture, ou les mener différemment, ou si tu l'avais devant toi? C'est compliqué comme question. Je commencerai par peut-être revenir sur le point sur le fait d'être content d'avoir fait des études d'archi ou quoi. Je suis pas sûr. Enfin, si, je suis content d'être archi et je suis content d'avoir fait ces études, mais j'en ai bavé et je suis pas sûr que ça en valait à ce point-là la peine. C'est-à-dire que j'en ai vraiment... c'était vraiment dur et je me suis vraiment construit dans l'adversité. Et donc j'aurais tendance à dire au Thomas de l'époque que peut-être qu'il aurait fallu que je fasse plus rapidement le pas de côté que j'ai fait, et pour prendre du recul et pour me construire en parallèle. C'est-à-dire que c'est pas vraiment mes études qui m'ont fait, c'est plutôt l'adversité qu'elles m'ont présentée qui ont fait que j'ai été obligé de me construire en parallèle, quoi. Qui ont fait que... C'est-à-dire que, comme je te disais tout à l'heure, mon année de césure où j'ai fait mon prototype et où j'ai commencé à travailler dans les jeux, en fait, cette année de césure, c'était un redoublement qui a été provoqué, mais qui était à l'issue d'un ras-le-bol. Pour moi, c'était plus concevable de faire des nuits blanches systématiquement avant chaque rendu de projet. Et donc j'en suis arrivé finalement à devoir prendre du recul avant d'en arriver au burn-out, quoi. Et donc à partir de la 4e année, j'ai commencé à me construire plutôt en opposition aux études, et peut-être que j'ai attendu presque un peu trop longtemps avant de le faire. Et puis après, et en même temps, du coup, je regrette pas, parce que c'est grâce à ces études que j'en suis là. Je suis trop content de ce que j'ai appris, comme du bagage archi que j'ai eu, de l'ouverture d'esprit que m'ont apporté les études. Mais c'est moins au moi que j'ai envie de m'adresser qu'au corps enseignant auquel j'en veux encore beaucoup, quoi, de m'avoir autant fait souffrir. Mais bon, ça reste une histoire assez personnelle. Mais vraiment, je me suis construit là-dessus, et ce qui a fait que d'ailleurs ma 5e année, quand je suis revenu de mon année de césure, ma 5e année, j'avais décidé de ne plus me faire marcher sur les pieds, et donc ça m'a valu un nouveau redoublement, cette fois-ci que j'avais pas provoqué consciemment. C'était plutôt un redoublement parce qu'on m'a dit c'est pas que on dit pas que tu travailles pas, Thomas, je pense que tu travailles mal. Donc voilà, à toi de voir ce que t'en fais de cette phrase, ce que ça veut dire, ça veut rien dire. Donc voilà, on m'a dit que je travaillais mal et on m'a fait redoubler, mais en fait ça a été extraordinaire pour moi de redoubler ma 5e année, puisque c'est grâce à cette 2e 5e année que j'ai commencé en mi-temps et en télétravail mon boulot que j'ai aujourd'hui. Parce que je pouvais pas commencer à bosser à Paris, vu que j'étais encore à Strasbourg un an de plus.
Donc finalement, même ce deuxième redoublement, ça a été ça qui m'a construit et qui a fait qu'aujourd'hui je m'éclate. Donc je suis content de ces études, et donc si je changeais un truc de quand j'avais 18 ans, bah sûrement j'en serais pas là. Donc je vais dire change rien, mais en même temps j'ai envie de dire aux études d'architecture, changez tout quoi. Allez faire des chantiers, construisez en paille, rendez l'année de césure et l'Erasmus accessible à tout le monde. Faut pas que ça soit un calvaire pour faire ça quoi. Parce que se construire juste tout le temps dans l'adversité, dans la souffrance, la sueur, les nuits blanches, pour moi je trouve ça bête. Et donc du coup j'incite plutôt tous les archis à pas attendre d'avoir fini le diplôme pour se poser ces questions-là quoi, parce que je pense qu'il y a rien de pire que de retourner chez ses parents avec un diplôme en poche et en se disant bon bah maintenant ok je suis architecte mais je fais quoi. C'est bien mieux de se poser la question avant, de savoir pourquoi on fait ses études et de se dire ah bah chouette, bon bah maintenant j'ai mon diplôme, je vais pouvoir faire enfin ce que j'avais envie de faire depuis que je mets de côté depuis 5 ans. Enfin c'est plutôt ça que je vois. Bah, c'est une très bonne réponse. Pour la mentalité en archi, j'ai le sentiment que ça va peut-être évoluer dans les années à venir, parce que j'ai encore vu un article du Monde qui parlait de la charrette en architecture, et j'ai l'impression que maintenant c'est un sujet dont on parle et qui est peut-être moins tabou qu'avant, donc j'ose espérer que ça va évoluer dans le sens positif. Ah mais moi aussi j'ai espoir, puis j'ai espoir aussi, on parlait de l'éco-construction, moi il se trouve que en 2018 on me parlait pas encore de construction paille et de construction d'earthship, de maisons construites en pneus et en terre, enfin voilà, le réemploi, moi mon diplôme, le réemploi était au centre, à part Bellastock, il y avait pas grand monde, enfin je trouvais pas encore de choses sur le réemploi. Aujourd'hui, on commence à en parler, je commence à voir que les étudiants des générations qui suivent, ils ont des cours sur la construction terre et des trucs comme ça, donc c'est bien, tant mieux, heureusement que ça change, mais bon, ça change un peu tard, moi je reste un peu amer là-dessus. Bon, je vous souhaite que vous ayez ça, mais moi je pense que, ouais, peut-être que j'aurais bien aimé plus connaître de choses sur l'éco-construction, sur le réemploi. J'aurais dû aimer avoir fait des chantiers participatifs avec Twiza avant, pour commencer en fait parce qu'aujourd'hui j'ai appris grâce au chantier à construire des maisons en paille porteuse ou en terre ou en bauge ou à trouver des alternatives au béton, même des alternatives à la chaux, enfin voilà, il y a plein de choses que j'ai mis en œuvre et que j'aurais bien aimé en fait aborder déjà pendant mes études, dire que tous les petits projets qu'on a fait, la quantité de fondations en béton que j'ai dessinées sans même me poser la question que je mettais du béton dans mes fondations, mais on peut faire des fondations en pierre sèche, on peut faire des fondations en pneus, on peut faire des fondations, voilà, mais sauf que je m'y étais pas intéressé avant, donc ouais, s'intéresser pendant les études à d'autres choses en parallèle que les études n'importe pas, c'est cool. Mais bon, c'est facile de faire la leçon après coup. Oui, mais au moins ton témoignage pourra peut-être inspirer des gens ouais, j'espère. À faire des recherches justement sur... J'espère. On a déjà parlé une petite demi-heure. Ouais. Est-ce que tu voudrais rajouter des choses qu'on n'a pas forcément abordées et qui te tiennent à cœur? Mais je pense qu'on a abordé pas mal de sujets, surtout dans cette dernière question qui était super intéressante. Eh ben, non, je sais pas. Si, j'avais potassé... T'avais posé la question dans une autre interview, et donc je m'étais préparé à cette question qui était est-ce que j'avais une phrase qui me revenait en tête d'un prof ou d'un truc comme ça. Tu te souviens de cette question? Bon, j'en ai sorti une par hasard qui était le prof qui me disait que je travaillais pas mais que je travaillais mal. L'autre qui me revient en tête, c'est le jour de ma soutenance, enfin le lendemain de ma soutenance, quand on était rassemblés et qu'on discutait avec notre jury de diplôme. On était 6 à échanger avec notre jury pour avoir un retour sur nos diplômes. Et sur les 6, on était 3 à pas vouloir faire directement de l'architecture. Enfin, en tout cas, pas de l'architecture en agence.
Et moi, je les ai questionnés en leur disant, mais qu'est-ce que ça vous fait, vous, que finalement, même la veille du diplôme, il y a déjà sur 6 diplômés, là, il y en a 3 qui veulent pas faire de l'architecture. Et il m'avait répondu qu'il trouvait ça génial. Alors, je trouvais ça bizarre comme réponse, mais il m'avait dit que c'était important qu'il y ait des architectes de partout dans le monde, que les archis, en tout cas les études d'archi ouvraient le champ de la perception entre du social à l'urbain, au paysage, à la construction, et que finalement c'est la vision qu'on a qui est pas binaire à un problème, une solution, c'est génial que cette vision elle se propage à d'autres milieux que l'architecture, qu'on en trouve dans du graphisme, dans du cinéma, dans n'importe, dans de l'urbain, voilà, et qu'en fait je pense que les études d'archi, c'est se mentir que de dire que on trouve la même chose que dans les études d'archi en agence. Je pense que le boulot d'archi n'est pas la même chose que les études d'archi. Et donc du coup, les études d'archi, elles peuvent former à plein d'autres boulots trop cool. Et donc c'est pas grave de pas faire de l'archi concrètement après les études. Et donc en ayant ruminé cette phrase, en me disant mais quand même c'est bizarre qu'elles me disent que c'est génial qu'on veuille pas faire de l'archi, et finalement peut-être que petit à petit je commence à être d'accord avec ce membre de mon jury. Voilà, je sais pas si c'est un mot de conclusion, mais voilà, je pense que c'est bien de faire autre chose, quoi, et de prendre du recul. C'est une belle phrase, c'est bien de voir que t'as des souvenirs de phrases positives aussi de ces études. Ouais. Bien. Ouais, je suis content d'avoir fait ces études, hein, je dois le dire quand même. Si jamais il y a des profs qui m'écoutent, je leur en veux pas tous. Il y a une évolution depuis 20 minutes dans ton discours, c'est bien. Ah ouais. Ouais. Il y en a, on se pose les questions, ça peut te faire... ça peut te faire changer d'avis. Ouais, merci pour la thérapie. quand tu veux. On se rappelle. Bon, bien, merci beaucoup d'avoir accepté de venir et de nous partager ce métier tout à fait atypique. Et, avec plaisir. Et ta merci vision pour, du monde tes questions. Qui est complètement adaptée aux enjeux de demain et qui arrive dans nos études, mais c'est bien de le rappeler encore une fois. Ouais, bonne chance à vous et merci pour cet échange. C'est cool. Et bien merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez faire un commentaire ou une critique, vous pouvez envoyer un message à @iqtech sur Instagram ou laisser un avis sur Apple Podcast. Un grand merci à Simon Tsika et Darius Afshar pour avoir composé la musique du générique et à Louise Gonémery qui réalise toutes les illustrations sur Instagram. C'était Drop the Kitsch.